10 000 balles. On a passé les 10 000 euros. Félicitations à toutes et à tous. 10 000 balles déjà récoltées pour ce Oxfight. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. On est sur la chaîne Twitch d'Oxfam France pour le deuxième jour d'Oxfight. Bravo pour vos dons, bravo pour votre mobilisation. On est mobilisé depuis le début du week-end et jusqu'à tard ce soir pour lutter contre la faim dans la Corne de l'Afrique et au Sahel. On est depuis le début de la journée pour 1 milliard de streams. Merci à toutes et à tous. Bravo pour votre mobilisation. Et on voulait profiter de cet événement pour aussi avoir une discussion sur les questions de genre et de féminisme en lien avec les activités d'Oxfam et en lien avec les activités de toute cette journée. Je ne suis pas tout seul, je suis avec de très belles personnes. On est avec Élise d'Oxfam qu'on retrouve. Salut Élise. Salut Jean. Comment tu vas? Eh ben ça va bien depuis ce matin. Depuis ce matin, ouais. Élise, toi tu t'occupes des questions climat c'est chez ça. Oxfam France. Moi je suis responsable du pôle climat et c'est la raison aussi pour laquelle on s'intéresse aux questions féministes puisque on en a déjà parlé tout à l'heure et on va en reparler. On va en reparler, dans les prochaines minutes. Ces deux questions sont très liées. Et ouais, on va en parler carrément des liens entre ces questions. On est aussi avec toi Tender. Tender, on te retrouve aussi, comment tu vas? Écoute, je me suis remis de la marelle. Voilà. Ouais, c'était épuisant, on est d'accord. Surtout que j'ai des problèmes d'articulation, donc j'ai un peu souffert. Merde. Mais c'était très drôle. Moi j'avais pas fait de marelle depuis 30 ans à peu près. Ça m'avait pas manqué plus que ça. Ah, mais c'est comme le vélo, hein, ça s'oublie pas. Hein. Les sensations sont revenues et c'est ça qui compte. Et pour Oxfam, on est prêt à tout. Et c'est ça qui est beau. Tenderness, streameuse, oui. Mobilisée depuis le début du week-end. On te retrouve en stream sur ta chaîne également. Tu fais plein de trucs sur ta chaîne Twitch. Ouais, je fais un peu tout, c'est un peu fourre-tout. Beaucoup de gaming, parce qu'évidemment, passionnée depuis très très longtemps du jeu vidéo. Ouais. Et puis, on a des discussions, parfois on parle de féminisme aussi, parce que forcément, je suis un peu touchée par le sujet. Et puis, de l'art-thérapie, de la musique, enfin, on fait un peu tout ce qu'on a envie. Le but, c'est d'être détendu, quoi. Eh ben, nickel. Eh ben, écoute, on va en parler aussi avec toi de ces sujets. Et enfin, la dernière personne avec qui on est avec Nicolas. Salut Nico. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Toi, tu fais partie de l'association Equipop. Absolument, Equipop qui est une association de solidarité internationale, une association féministe et qui, par ailleurs, travaille assez souvent avec Oxfam France. Ouais. Et tu fais quoi dans cette association? Alors moi, je suis responsable plaidoyer. Et ce que je peux préciser, c'est que l'association est répartie sur 3 sites, donc à Ouagadougou, au Burkina Faso, à Dakar, au Sénégal et à Paris. D'accord, ok. Equipop qui existe depuis combien de temps? 30 ans. On va fêter notre 30e 30 anniversaire cette année. Eh ben, joyeux anniversaire à Equipop. Bon, tous ensemble, on a encore 1 heure pour discuter de cet enjeu aussi qui parcourt les problématiques dont on parle depuis le début du week-end, la question du genre, la question des femmes, parce que on a beaucoup parlé de crise, on a beaucoup parlé de faim depuis le début de ce week-end. C'est pour ça qu'on est mobilisé. Mais c'est un truc qu'il faut rappeler, ce sont d'abord les femmes qui sont victimes de la crise climatique et de la crise de la faim, notamment en Afrique. Pourquoi, Élise? Tu saurais l'expliquer? Ouais, en fait, c'est vrai que c'est pas intuitif. Bah non. Mais de manière générale, dans l'ensemble des crises et les conséquences de la crise climatique aussi, c'est les populations les plus vulnérables qui vont être le plus impactées. Et souvent, les populations qui vont avoir plusieurs critères, qui vont être à l'intersection de plusieurs critères de vulnérabilité. Ça va être les personnes les plus pauvres, ça va être les femmes, ça va être les personnes de minorités ethniques, ça va être les personnes LGBT, ça va être... Voilà, quand on multiplie les critères de vulnérabilité, en fait, on multiplie les risques d'avoir plus d'impact. Et concrètement, parce que c'est quoi la vulnérabilité? C'est quoi le critère de vulnérabilité d'être une femme en lien avec la crise, avec le climat? Eh ben en fait, les femmes, elles vont être enfermées dans des rôles de genre, elles vont avoir moins d'opportunités, je pense notamment à l'éducation, elles vont avoir moins d'accès aux ressources, elles vont avoir moins de ressources financières aussi, moins d'accès aux fonciers. Par exemple, dans le monde, il y a à peu près que 20% des femmes qui sont propriétaires terriennes. Donc il y a plein de critères comme ça qui vont faire qu'elles ont moins de moyens au sens large, c'est-à-dire financiers, mais aussi de capacités. Elles vont être enfermées en fait dans des cases qui vont faire qu'elles vont être plus impactées directement. Par exemple, si on prend le changement climatique, quand il y a un événement climatique extrême, et ben en fait, si on a moins d'argent, si on a moins accès à la culture, si on a moins accès à la connaissance, aux prêts, etc., ça va être plus difficile de réagir quand on est dans ces situations-là. Donc c'est vraiment la double peine en plus parce qu'elles vont aussi être... Il y a une injonction à des rôles sociaux, notamment
vraiment tout ce qui est le soin, ce qu'on appelle des fois le care, donc le soin de la maison, apporter la nourriture, apporter... et ça, c'est valable partout dans le monde. Hein. On le voit, que ce soit dans des pays en développement ou chez nous, encore, toutes les femmes infirmières, les femmes aides-soignantes, etc. Une surreprésentation vraiment très importante. Des inégalités aussi de salaire très importantes, 25% en France. Donc, le fait qu'il y ait tous ces critères sociaux qui enferment un peu les femmes dans ces rôles-là, ben ça va faire qu'elles ont moins de possibilités en fait, de faire face à des crises en général, à la crise climatique en particulier, mais l'ensemble des crises. Et une crise comme la crise de la faim que l'on constate, effectivement, comme tu l'as dit, comme c'est les femmes qui ont la responsabilité de nourrir le foyer, et les enfants et les hommes, elles sont les premières victimes lorsque ça vient à manquer. C'est quelque chose que vous constatez aussi sur le terrain, vous, chez Equipop ? Oui. Alors, malheureusement, je pense qu'on pourrait étendre le constat à n'importe quel domaine. Enfin voilà, ce que Élise vient de dire, la santé, l'éducation, vous prenez n'importe quel domaine, ça s'appelle le modèle patriarcal qui régit à peu près toutes les sociétés du monde depuis des siècles ou des milliers d'années. Et donc, j'allais dire, malheureusement, la clé de compréhension, elle est toute simple. Hein. Voilà, les inégalités de genre se perpétuent, sont plus fortes quand il y a une crise, etc., etc. Mais ce que je voulais ajouter aussi, c'est que, donc ça c'est le constat. Après, les femmes et les personnes LGBTQI+, en tout cas, doivent être actrices des réponses aux crises ou aux inégalités systémiques. Alors, on va en parler des solutions, mais pourquoi elles doivent plus particulièrement que les autres ? Quand je dis elles doivent, c'est pas une injonction pour ces personnes-là, mais tout simplement parce qu'elles sont très largement sous-représentées, ah oui, d'accord. notamment dans le système politique. Enfin, concrètement, là, tout ce que vient de dire Élise, ça devrait être le b.a.-ba de la compréhension. C'est juste que, même si ça progresse un tout petit peu, la plupart des négociations internationales et nationales sont menées par des hommes qui ont vaguement conscience de la question et qui... C'est pas parce qu'on est une femme qu'on va faire forcément mieux sur l'approche féministe, etc. Mais quand même, voilà, la connexion se fait un peu plus vite. Donc la question des droits des femmes, c'est un enjeu qui est transversal dans tous les combats qui sont menés. C'est un truc qui te touche toi aussi, Tender ? Ouais, et puis là, j'aimerais rajouter, donc me lier avec ce que vous avez dit. Il y a aussi un truc duquel on parle pas souvent, c'est la précarité menstruelle, qui est aussi à prendre en compte dans la crise. Là, je parle de ce que je connais parce que je ne suis pas spécialiste de ce qui se passe en Afrique du tout. Je l'avoue, c'est pas mon domaine de prédilection, mais je vois par exemple l'augmentation des prix. Plusieurs fois, les protections périodiques ont été refusées comme bien de première nécessité et donc été taxées, et je crois encore toujours taxées comme un produit de luxe, alors qu'en fait, on n'a juste pas le choix. Et ces inégalités-là, elles sont encore plus représentées dans certains pays où des jeunes filles, on leur explique pas ce qui leur arrive. Donc il y a en plus il y a une question d'éducation, puis il y a une question de pas préparer aussi la jeune femme à ce qui va lui arriver. C'est-à-dire qu'il y a le premier saignement, elle comprend pas ce qui lui arrive. En plus, il faut qu'elle se cache. Il y a certains coins en Afrique, si je dis pas de bêtises, où en fait les femmes gardent secret les préparations des protections périodiques qu'elles doivent coudre elles-mêmes. Elles n'ont pas accès aux lieux religieux. Elles n'ont pas. Il y a même certaines parties en Inde où on va dire que les femmes qui sont réglées apportent la malchance, peuvent rendre les bêtes malades, etc. Donc en plus de toutes ces inégalités sociétales et monétaires, on a en plus, si je puis dire, cette façon d'être mis en porte-à-faux pour d'autres choses. Et effectivement, tout ça, c'est imbriqué, quoi. Et je précise que je ne sais plus quel est le montant de dons que vous pouvez faire à Oxfam qui participe à acheter des protections menstruelles. 23 €. Complètement, j'allais dire, c'est une des actions qu'on fait chez Oxfam, une de nos spécialités. Donc nous, on fait du plaidoyer pour changer les choses sur le fond et aussi de l'action sur le terrain. Dans nos actions de terrain, on est spécialiste dans ce qui est eau, assainissement au sens large, donc notamment accès aux toilettes. Et on a fait récemment, notamment suite au tremblement de terre en Turquie, en Syrie, ou avec nos collègues qui sont plutôt vers l'Ukraine, on a travaillé spécifiquement sur l'accès aux
protection périodique, puisque effectivement c'est une question aussi de sécurité pour les femmes, notamment celles qui sont en transit qui sont obligées d'être déplacées. Donc c'est vraiment un bien de première nécessité, comme peut être l'accès à l'alimentation. Et c'est une question qui est prégnante. Et tu le disais tout à l'heure, Nicolas, c'est hyper important, la question de l'accès aux lieux de pouvoir, aux lieux de décision. En fait, c'est exactement le genre de question où, en fait, quand il y a 90% d'hommes dans une assemblée qui prend des décisions, ils ne vont pas penser à l'accès aux protections périodiques. Nous, on le voit sur les questions des négociations climatiques. Il y a à peu près 30 à 33% de femmes dans les négociations climat au niveau international. Et c'est comme ça se retrouve, ce chiffre est à peu près identique dans plein de négos. Effectivement, ça, c'est un des premiers leviers, c'est-à-dire donner l'opportunité aux personnes concernées, et en l'occurrence aux femmes, d'accéder aux lieux de pouvoir, aux lieux de décision, qu'ils soient politiques ou économiques. Et c'est 47 € pour donner 47 € pour fournir un kit d'hygiène féminine. Donc ça, c'est le montant du don. C'est un équivalent qui peut vous donner une indication de combien vous pouvez participer à donner si vous êtes solidaire des femmes sur le terrain et que vous souhaitez apporter votre aide très concrète sur la question précisément de l'hygiène féminine. N'hésitez pas à donner jusqu'à 47 €. Chose intéressante sur la question des droits des femmes. Alors j'allais dire, tu vois, la crise climatique est une crise globale. Oui, mais on n'en est pas tous victimes au même niveau. Il y a un mimétisme sur la question des droits des femmes. C'est-à-dire que sur le terrain en Afrique, on en a parlé, là où la faim frappe particulièrement au Sahel et dans la Corne de l'Afrique. On a aussi des débats en France sur les questions de genre. Et c'est intéressant de voir que là encore, il y a un mimétisme intéressant et on peut avoir des discussions qu'on peut avoir en France sur la question du patriarcat, sur la question de la représentation. Tu l'as dit, on les retrouve aussi sur le terrain là-bas. Nico. Oui, tu préfères que je réponde sur la France ou sur l'international ? C'est à toi de me dire sur les deux, en fait. Parce que oui, tu vois. Là, il n'y a vraiment aucun doute sur le fait qu'aucun pays dans le monde n'a atteint l'égalité. Ouais. Et même, on peut dire, aucun pays qui en est proche. Il faudrait 300 ans pour atteindre l'égalité. Au rythme auquel on va actuellement, il faudrait encore 3 siècles pour atteindre l'égalité. Autant dire qu'il va falloir accélérer. C'est ce qu'a dit le secrétaire général des Nations Unies il y a quelques temps. Et donc, bon, c'est des chiffres qui sont évidemment approximatifs. Mais je pense que dans sa phrase, c'était surtout pour dire que la durée s'était allongée avec la crise Covid, en fait. C'est-à-dire que la crise avait remis en cause des progrès pour tendre vers l'égalité, même si on en était très loin. Et comme l'a dit Élise tout à l'heure, les crises aggravent les inégalités de genre. Et donc là, Guterres disait ça pour dire on pensait que le but était là. Et puis en fait, malheureusement, l'horizon de l'égalité est un horizon qui s'éloigne. Et si chaque crise est une occasion de ralentir sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, il y a un moment, si la ligne d'arrivée s'éloigne au fur et à mesure qu'on avance, parce qu'on va pas sortir des crises là, bien au contraire. Après, c'est Simone Veil qui disait que les droits des femmes ne seraient jamais vraiment acquis à 100% sur le temps. Et elle l'avait dit, notamment, si je dis pas de bêtises, au moment où on a accès à la pilule contraceptive et à l'IVG. Elle avait dit, n'oubliez jamais que vos droits, à la moindre occasion, les droits des femmes seront remis en cause. Les premiers remis en cause. Voilà. Ça va commencer par les droits des femmes. Ça va commencer. C'est deux Simone, je pense, c'est Simone de Beauvoir plutôt, mais ça marche aussi avec Simone Veil qui, je pense, disait exactement la même chose en substance. Et on le constate, alors là pour le coup d'un point de vue politique, dans les pays dans lesquels on voit les droits sexuels et reproductifs et les droits des femmes reculer, c'est toujours sur une argumentation de crise. C'est toujours le fond d'argumentation, c'est « Ah mais vous comprenez, il y a une crise ». Crise climat, crise économique, crise que tu veux, identitaire. On le voit en ce moment sur, par exemple, la remise en cause du droit à l'IVG, que ce soit dans les pays d'Europe de l'Est, que ce soit aux États-Unis. On est sur un recul des droits reproductifs assez inédit et assez inquiétant dans ces dernières années. Oui, excuse-moi, non, je croyais que tu voulais intervenir. Excuse-moi, je croyais que tu voulais intervenir. Mais donc voilà, donc effectivement, il y a le fait que les droits des femmes sont attaqués particulièrement et que les femmes sont les premières victimes dans ces situations de crise, y compris dans leurs droits. Et puis il y a la question de la solution que tu as abordée tout à l'heure.
l'égalité de genre est aussi une des clés de la solution du problème. C'est-à-dire que parvenir à l'égalité, respecter les droits des femmes, c'est aussi participer à régler le problème. Ce n'est pas un problème annexe. Tu peux en parler de cette intersection aussi des solutions ? Oui, c'est ça. Élise. C'est que je vais donner un exemple concret. Nous, chez Oxfam, on travaille aussi sur les questions d'agriculture. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une agriculture qui est résiliente, qui nourrit sa population, qui nourrit son agriculteur, son agricultrice et qui est bonne pour la planète. On vient de sortir un rapport sur les inégalités de genre dans l'agriculture. Comme ça, tu peux dire, ça doit être un peu partout pareil qu'ailleurs. Pourquoi spécifiquement s'intéresser à ça ? Bien parce qu'en fait, on se rend compte en étudiant la situation que, déjà, c'est pire que dans d'autres secteurs, mais aussi que les femmes, elles vont être plus actives dans des solutions face à la crise climatique, des solutions agricoles. Je veux un peu froncer les sourcils. Non, mais explique-moi parce que j'ai du mal à... Ouais. Eh bien, tout simplement parce qu'elles sont sociabilisées à faire plus attention aux autres. Ça ne veut pas dire qu'intrinsèquement... Non, c'est pas dans la nature, mais voilà. dans la culture. Mais elles sont sociabilisées depuis toute petite à faire plus attention aux autres, à leur environnement, aux vivants, à leur famille, à leur communauté, etc. Donc, elles vont avoir plus de réflexes et plus de soins à proposer des solutions durables. Par exemple, en France, elles sont surreprésentées dans l'agriculture biologique, dans les circuits courts, dans des solutions qui sont souhaitables en fait pour tout le monde et pour les consommateurs, consommatrices et aussi pour le vivant, quoi. Donc, en ça, en fait, ne pas prendre en compte les inégalités de genre dans l'étude du problème, ça nous prive en fait d'une partie de la solution. Du coup, ça fait une attente tout particulière pour les décideurs. Je pensais au sommet de la semaine prochaine à Paris entre les décideurs du monde entier sur la question du climat et des inégalités entre les pays du Nord et du Sud. Il y a aussi une attente particulière, il y a une pression qui est mise par les ONG, par les opinions publiques sur les décideurs sur ce sujet-là, ou alors ça passe encore trop souvent à la trappe, Nico ? Alors oui, il m'a semblé entendre Najat Vallaud-Belkacem là tout à l'heure qui disait à peu près ça, mettez la pression sur les responsables politiques, et j'aurais tendance à avoir la même réponse qu'elle, c'est-à-dire que quand les citoyens et les citoyennes mettent une pression sur le pouvoir politique, on n'est pas sûr du résultat. Parfois ça marche pas, même si la mobilisation est assez grande, mais parfois ça marche, et donc j'allais dire dans le doute il faut le faire tout le temps. Après je voulais juste ajouter une petite chose qui est que quand on dit quelle est la solution, pour moi il y a deux niveaux, solution pour lutter contre le réchauffement climatique par exemple, ou solution pour faire progresser les questions de développement, etc. L'égalité de genre peut être un moyen, effectivement, mais il faut quand même jamais perdre de vue que l'égalité de genre, c'est un but en lui-même. C'est-à-dire que défendre les droits des femmes, c'est d'abord pour défendre les droits des femmes. Il se trouve que parfois, même très souvent, comme l'a dit Élise, il y a des, on peut dire comme des externalités, des co-bénéfices ou je ne sais quoi. Et à ce titre-là, je vous citerai pas le chiffre parce que j'en suis pas extrêmement sûr, mais on peut décliner aussi à certains domaines sur le maintien de la paix quand les femmes participent aux résolutions de paix, etc. S'il y a, je sais plus combien, un pourcentage de femmes dans les négociations deviennent plus durables. Enfin, elles durent 50 plus en moyenne, ou je ne sais plus. Tout ça est très approximatif, mais c'est ce que répètent un peu des organisations de l'ONU en permanence, qui est vérifié. Hein. Et après que ça soit 5 ans ou 10 ans de plus durable, c'est l'idée de dire que ça marche mieux. Mais quand même, l'objectif ultime, c'est l'égalité de toutes et tous, hein, dans le monde entier. Oui, c'est une fin en soi. C'est une fin en soi. On faisait le lien avec le fait de ne pas oublier cette fin-là, au motif que l'on répond à d'autres fins par ailleurs. Tender ? Oui, en fait, moi j'aimerais rebondir sur cette idée d'égalité. Ce terme, je le trouve un peu trompeur personnellement, parce que on le voit même à notre niveau en France, et j'imagine que c'est encore plus clair dans les pays où il y a des conflits armés ou des problèmes de famine. Tu le disais tout à l'heure, les femmes, on est un peu reliées à un rôle. On nous inculque beaucoup plus tôt le sens du sacrifice pour l'autre, hein, parce que c'est vraiment le fait de se sacrifier. On attend d'une mère qu'elle nourrisse d'abord ses enfants avant de se nourrir elle. Oui, alors que le point de vue sur un homme sera différent. Et en fait, le problème que j'ai avec le terme d'égalité, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a des droits, les femmes en France ont accès au travail, mais quand une maman, elle travaille 40 heures et qu'elle a toute la charge mentale, en fait, on attend d'une femme qu'elle ait effectivement les mêmes droits qu'un homme, mais qu'elle ait une double casquette, c'est-à-dire qu'elle a son rôle de femme avec sa charge mentale,
Et on attend d'elle qu'elle fasse la même chose que les hommes, en plus de cette charge mentale. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est que l'égalité, c'est en tout ou c'est rien. C'est plus vraiment une égalité. Et c'est de l'égalité, dans le sens où on est égaux en droit devant la loi, mais il n'y a pas vraiment d'équité. C'est la différence entre l'égalité de droit et l'égalité réelle. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays où l'égalité de droit, elle est en bonne voie. Des fois pas tout à fait acquise, mais en tout cas, on a beaucoup avancé. En fait, la deuxième vague des mouvements féministes du XXe siècle, en gros, des années 70-80, ont beaucoup travaillé sur l'égalité de droit parce qu'il y avait une idée que l'égalité de droit était préalable à l'égalité réelle, qui aujourd'hui est discutée. Mais en tout cas, c'est vraiment là-dessus qu'on a avancé. Droit de vote, droit de travailler, droit d'ouvrir un compte en banque, etc. etc. Mais cette égalité de droit n'est pas forcément concomitante ou n'apporte pas forcément une égalité réelle. Tu parlais de la charge domestique, de la charge du soin, du care, mais voilà, toutes les injonctions et puis surtout l'égalité fondamentale de sociabilisation genrée qu'on subit de partout, que ce soit en France ou partout dans le monde, qui fait que tant qu'on n'adressera pas cette question d'égalité réelle, je ne sais pas si c'est le terme d'égalité, mais en tout cas, il faut qu'effectivement il soit adjoint d'un autre terme, on va pouvoir mettre un petit peu cadrer un peu le problème, mais on ne va pas rentrer dans le fond du problème. Absolument. Vous, Equipop, je me tourne vers toi, Nicolas, vous, Equipop, vous êtes une association en pointe sur la question du soutien au mouvement féministe en Afrique. Absolument. Et je pense que tu choisis les bons mots et en même temps qui vont me permettre d'ajouter des nuances. Premièrement, les questions féministes ne sont pas une importation, on appelle comme on veut, du Nord ou de l'Occident en Afrique de l'Ouest. C'est pas un truc néocolonial francophone. Alors ça peut être, je veux dire, certaines approches peuvent être teintées de cela, mais il y a des féministes ouest-africaines, francophones ou d'autres langues dans l'histoire. Donc ça, déjà, c'est la première chose à dire. Après, Equipop, en Afrique de l'Ouest, on ne travaille pas qu'avec des associations qui se revendiquent féministes, qui se revendiquent juste défenseuses des droits des femmes. Il y aurait plusieurs déclinaisons, des spécialistes de santé sexuelle qui, au final, ont des approches totalement féministes. Et voilà, ce mot-là peut être clivant. Dans certains cas, on peut dire peu importe parce que en gros, les actrices du Burkina ou du Sénégal, si elles veulent pas s'appeler féministes, très bien. Je veux dire, c'est elles qui ont la vision de leur société et comment elles veulent faire évoluer les choses. Donc, Equipop soutient toute une diversité d'associations, mais je pense que ce qui a été relativement intéressant, et on collabore avec Oxfam notamment là-dessus, c'est que on essaie de faciliter des espaces de discussion en fait entre les pays d'Afrique de l'Ouest, en général de jeunes militantes féministes qui sont pour le coup à la pointe dans leur pays, qui n'ont pas forcément les moyens de se réunir, par exemple, sur 5 jours, un dialogue entre une Mauritanienne qui a tel problème, une Sénégalaise, 3 Burkinabés, et Equipop a notamment facilité, on a appelé ça une agora féministe notamment l'année dernière et qui se reproduira cette année. Donc là, c'est un peu une facilitation de mobilisation féministe. Et la deuxième chose, c'est qu'on a fait énormément de plaidoyer avec Oxfam, notamment en France, pour que l'aide publique au développement française débouche sur des financements à des associations féministes dans le monde. Donc il se trouve qu'en ce moment même, depuis 1 an, je crois, ou 2, Oxfam, CARE notamment, Equipop et d'autres associations ont un projet qui s'appelle Féministes en Action, où il s'agit de reverser des fonds de l'Agence française de développement à des associations féministes, notamment en Afrique. Et donc, c'est toujours la même chose. Il faut faire avancer concrètement les choses et aussi symboliquement. C'est vrai sur les règles, quand vous en avez parlé, il faut que les produits soient disponibles, soient plus perfectionnés, soient plus adaptés, etc. Et en même temps, il faut que les normes sociales évoluent pour que ça soit plus un tabou, etc. Et donc, il faut faire monter les choses progressivement. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et je pense que Oxfam est totalement dans la même ligne.
Est-ce que vous constatez des dynamiques sur le terrain de ce côté-là? Tu disais que l'égalité en droit progressait, mais que l'égalité réelle, pour autant, on n'y était pas encore. Est-ce qu'il y a d'autres dynamiques? Est-ce que parfois il peut y avoir des reculs? Comment vous le voyez? Il peut y avoir des reculs. Ce qui est sûr, c'est que les situations de fragilité ou de crise, qu'elles soient humanitaires, crise, conflit, crise climatique, etc., elles vont systématiquement remettre en cause les droits des femmes et l'égalité de genre. Ça, c'est vraiment... Et d'ailleurs, on le voit, y compris en Europe, quand il y a des partis politiques qui ne sont pas progressifs qui arrivent au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? C'est recul des droits des femmes. Donc, tout type de crise amène des reculs des droits des femmes. Donc, c'est aussi pour ça que, comme tu le disais, on travaille vraiment avec des assos de terrain qui peuvent nous dire, nous, c'est de ça dont on a besoin. Et effectivement, nous, on a besoin de se réunir, on facilite des choses. Féministes en Action, on a fait effectivement se rencontrer beaucoup de féministes locales. On a fait aussi le fait de discuter entre elles, de venir en Europe, rencontrer d'autres féministes, etc. Parce que le but, c'est quoi? C'est vraiment de faire en sorte que, en discutant ensemble, elles trouvent leur propre solution qui leur convient et qui convient peut-être pas à un autre endroit. Donc c'est vraiment ça ce qu'on a en tête, de faire en sorte de permettre de trouver des solutions locales. Tender, on constate aussi que dans ce beau pays qu'est Internet, la question aussi de la place des femmes et la question de genre est une question qui pointe le bout de son nez assez régulièrement. Pour le meilleur comme pour le pire, plus souvent pour le pire que pour le meilleur. Je sais pas, c'est comme ça que je le perçois, mais tu me dis ce que tu en penses. C'est vrai que c'est assez particulier. Et on a d'ailleurs un super documentaire qui a été fait pour ça, notamment sur le procès Heard Depp, où en fait on explique que c'est Internet qui a complètement retourné l'opinion publique contre la victime en fait. C'est les masculins qui utilisent Internet. Voilà. Mais du coup, tu sais, la communauté masculiniste, elle fait partie d'Internet. Donc de toute façon, c'est une partie de la population qu'on a sur Internet. Et effectivement, à partir du moment où on s'expose, que ce soit même sans forcément parler Twitch, YouTube, Twitter, dès qu'en fait on se met en avant, évidemment, on prend le risque aussi de rencontrer ce genre de désagréments, si je puis dire comme ça. Et en fait, c'est des dynamiques qui sont assez complexes parce que moi, j'en parle de temps en temps. On a parlé aussi des dynamiques de couple, de toutes ces choses-là. Et en fait, c'est des dynamiques sociétales qui sont assez complexes parce qu'elles relèvent d'une part des politiques qui sont mises en place, mais aussi de la culture, de l'éducation. C'est très complexe. On dit souvent, oui, parce qu'il faut éduquer nos fils, etc. Oui, mais en fait, l'école ne peut pas tout faire. Et si on apporte quelque chose en éducation publique, mais qu'à la maison on dit le contraire, ça fonctionne pas. Et oui, effectivement, on remarque qu'en tout cas les femmes sont plus, je dirais pas plus souvent, mais en tout cas de façon plus véhémente victimes de ce genre de commentaires et de situations. Parce qu'il y a des attentes sociétales. Oui, bien sûr. Parce que si dans un débat, une femme va commencer à élever la voix et à montrer son mécontentement, on va tout de suite dire que oh là là, mais elle s'énerve, elle est trop dans la sensibilité. Madame, vous prenez trop les choses à cœur. On l'a déjà entendu dans les débats politiques, donc ça se retrouve en fait sur Internet. Je pourrais en parler pendant très très longtemps. Mais on va en parler. En fait, on pourrait un peu trop rapidement, notamment quand on connaît mal Internet et sa culture, penser qu'Internet est une version meilleure de la société. Non, Internet est malheureusement au diapason de la société et des gens qui sont sur Internet. Donc on retrouve les phénomènes de sexisme, de misogynie dans les rapports en ligne, voire même parfois malheureusement, et on l'a dit un petit peu rapidement, mais l'usage du numérique pour renforcer le patriarcat, ça existe aussi. Oui. Le cyberharcèlement en est un exemple. C'est un outil très fort. Les violences sexuelles et sexistes sur Internet, c'est aussi un outil qui peut avoir la puissance d'écraser les femmes, de les faire taire. On l'a passé. De les silencier, De les silencier, ouais. Donc c'est aussi un truc qui est important. C'est-à-dire, je pense pas qu'une jeune femme sur Internet qui s'exprime
puisse, même si elle le voulait très fort, faire abstraction du fait que c'est une femme, Internet lui rappellera d'une manière ou d'une autre. Oui, puis de toute façon, on le voit aussi, moi je ne mets pas du tout en cause ces femmes-là, puisque j'en fais partie. C'est-à-dire qu'on attend de nous aussi d'avoir une certaine façon de nous habiller, de nous maquiller, de nous présenter. Ça, c'est pas juste Internet, mais en fait, tout ça, c'est exacerbé sur Internet, parce qu'il y a aussi un phénomène, et on le remarque là dans les jugements qui ont été faits dans les semaines, je pense, notamment à Magla, qui est une streameuse connue et qui a réussi à avoir un jugement par rapport à quelqu'un sur un harcèlement. Qui la harcelait complètement. C'était invivable pour elle. Et effectivement, le tribunal de Meaux, dans le 77, a statué et a jugé cette affaire. Et là, on commence à avancer. Mais souvent, quand on échange avec des personnes qui travaillent, donc que ce soit des policiers, des gendarmes, enfin les personnes qui sont dans les forces de l'ordre, ce qu'ils disent souvent, c'est que la loi est en retard. Et en fait, on n'a pas de loi plus ou moins concrète. Là, ça vient, le cyberharcèlement. On est en train de s'en emparer. Ça commence, oui. Au niveau légal, mais on est hyper en retard par rapport à ces phénomènes qui ont émergé. Et je pense qu'il y a encore autre chose, c'est le phénomène de se sentir complètement puissant parce qu'on est derrière un écran. Souvent, on dit, quand les gens subissent du harcèlement, ils disent, mais ces gens-là, en fait, s'ils étaient devant moi, ils n'oseraient pas me dire la moitié de ce qu'ils me disent. Parce qu'il y a cet effet de se sentir protégé, de se sentir anonyme. Et en fait, ça exacerbe encore ce phénomène, je pense. Voilà, c'est peut-être pas une vérité. Élise ? Ouais, tu parlais du procès Amber Heard et j'invite vraiment tous les viewers à regarder le reportage qui a été Complément d'enquête, fait. Complément d'enquête, c'est vraiment incroyable. Si vous l'avez pas vu, c'est le reportage qu'il faut regarder. Et par contre, c'est difficile. Préparez-vous. Trigger warning. C'est quand même très difficile. Faut être dans des bonnes conditions. On explique ce que Amber a subi. Il y a vraiment des. Faites attention. C'est pas facile. Prenez un play doudou. Prenez un truc qui vous fait du bien pour vous. Voilà. Ouais. Dans ce que tu dis sur l'inadéquation entre la réponse légale et la réalité de la vie, très récemment, il y a Oshi aussi qui a exposé ce dont elle est victime depuis 3 ans. Qui a obtenu une condamnation à la prison ferme de son harceleur. Oui. Et la réponse de ce harceleur est assez lunaire. C'est exactement ça. Elle a obtenu une condamnation, mais en même temps, ça fait 3 ans qu'elle ne peut plus vivre. Enfin bon, je ne vais pas parler à sa place, mais elle n'a pas gagné grand-chose. Des exemples comme ça, en fait, il y en a tous les jours. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment... tu disais, Jean, on ne peut pas s'extraire de cette réalité quand on est sur Internet. Quand on est une femme qui prend la parole en public, en général, non plus. Mais effectivement, dans l'espace numérique, c'est encore plus fort. Et j'irais même un pas plus loin. C'est pas juste qu'on ne peut pas s'en extraire une fois qu'on est exposé. C'est qu'en amont, même, comme on le voit, on voit ce qui se passe aux autres femmes. Et donc, on va soi-même censurer ou changer des comportements ou ne pas faire certaines choses. On va commencer par ne pas se lancer. C'est-à-dire que c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que c'est plus facile pour un garçon que pour une fille de se lancer sur Internet parce que malheureusement, les filles ont intégré que ça allait être vachement plus dur pour elles que pour les garçons. Ça, c'est aussi une généralité parce que la prise de risque dans l'éducation est beaucoup plus encouragée chez les garçons que chez les filles. Et notamment, moi, j'ai pu vivre 2 ans au Canada pour faire des études. Et il y avait une campagne qui m'avait beaucoup touchée, qui était relayée donc entre 2014 et 2016. Et en fait, dans lequel en fait, on expliquait que on voyait un petit garçon qui commençait à manipuler des choses dans la cuisine, à faire des mélanges avec du sel, etc. Et on voyait une petite fille qui faisait la même chose. Et la réaction des parents, c'était « Ah, lui, il va devenir scientifique, médecin, il va faire des grandes études. » Mais quand c'est une fille, c'est « Ah, tu vas salir ta robe, arrête de faire ça. » Et en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est un conditionnement qui commence extrêmement jeune. Et ne serait-ce que, on peut parler de la théorie des genres, des jouets, de la taxe rose. Enfin, il y a plein de choses qui sont reliées. Mais en fait, on va... sans forcément s'en rendre compte. Je ne dis pas que les parents le font de façon consciente et que leur but, c'est de brider leur fille. Mais on conditionne ces jeunes filles à dire la recherche scientifique, aller faire du sport, etc., c'est quelque chose qu'il faut peut-être éviter. Et on l'intègre, en fait. On l'intègre très très jeune. Et oui, donc la prise de risque et le fait d'aller vers l'avant et d'avoir cette poussée en avant, c'est quelque chose qu'on inculque et très jeune aux garçons, et ce qu'on ne va pas forcément inculquer aux filles. Comment est-ce qu'on pourrait faire progresser encore le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, entre l'Afrique d'un côté et la France de l'autre? Parce qu'il y a des choses qui sont très spécifiques à la France, ou plus globalement aux pays développés,
et à ses usages d'Internet, etc. Et en Afrique, enfin, une fois qu'on a dit que l'enjeu c'était le patriarcat, j'ai l'impression qu'on a un peu vite parlé. Genre, ok, super, bon, et maintenant ça a dit quoi? C'est vrai que c'est un problème qui est complexe et dire il faut faire tomber le patriarcat, ok, mais je commence par où? Demain matin. Super, on l'a dit. Bon, et alors oui, ok, voilà. et ben, les premières briques. Nous, c'est vrai que chez Oxfam, on travaille beaucoup sur les questions de justice fiscale. Ouais. Là, tu me dis quel est le lien entre justice fiscale et égalité? En fait, nos politiques fiscales, en gros, comment est-ce qu'on fait un budget en France, en Europe, ça va avoir un impact direct sur les inégalités entre les femmes et les hommes. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on a une déclaration d'impôt conjugalisée, comme en France pour les couples mariés, c'est plus intéressant à deux de valoriser la personne qui gagne le plus, qui est statistiquement l'homme dans les couples hétéros. Et donc, ça va entraîner les femmes à plus être à temps partiel, etc. Ouais. Donc la déconjugalisation de l'impôt sur le revenu, c'est un outil simple. C'est un outil technique. On peut demain dire on déconjugalise, c'est dur à prononcer. On déconjugalise, ça va forcément améliorer l'égalité femmes-hommes. Il y a eu toute une question sur la déconjugalisation aussi de l'AAH. L'allocation adulte handicapé. Et plus généralement des allocations aussi de la CAF. En ce moment, c'est la question qui se pose beaucoup. Ouais, donc ça, c'est par exemple, je ne dis pas que ça va faire tomber le patriarcat demain, mais c'est un outil concret qui permet d'améliorer l'égalité femmes-hommes. Nous, on travaille aussi beaucoup sur, plus globalement, la budgétisation sensible au genre. On travaille avec les collectivités pour les sensibiliser, faire du plaidoyer en disant, en fait, quand vous construisez votre budget, vous pouvez avoir un regard sur construire le budget et se dire, est-ce que cette somme d'argent, est-ce que cette ligne budgétaire, elle va favoriser ou elle va, au contraire, aggraver les inégalités entre les femmes et les hommes. Oui. Et ça permet une lecture genrée d'un budget d'investissement, c'est quelque chose que l'on sait faire, c'est un outil qu'on maîtrise. Ouais, exactement. Et tu vois, un autre outil fiscal très simple, c'est les pensions alimentaires. Les pensions alimentaires, c'est déjà tout un sujet. La plupart des pensions alimentaires ne sont pas versées. Donc la pension alimentaire, c'est fait pour... C'est majoritairement... Dans les couples séparés avec enfants, c'est majoritairement les personnes qui ont le plus haut revenu, donc statistiquement plutôt les hommes. Dans les couples hétérosexuels, encore une fois, désolé. Qui versent une pension pour élever l'enfant. Donc déjà, il y a tout un sujet sur ces pensions, majoritairement, ne sont pas versées. Mais quand bien même elles sont versées, en fait... pour la femme, c'est un revenu supplémentaire, donc il est fiscalisé. Donc elle paye des impôts sur cette pension alimentaire, tandis que l'homme, lui, c'est de l'argent en moins, donc... Il le déduit ? Exactement. Oui, c'est déductible des impôts. Oui. Donc on va avoir des outils comme ça assez simples. On se dit, demain, en fait, c'est possible de mettre en place des outils simples qui font avancer l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité de genre en France. On peut le faire, c'est un choix politique. Il y a effectivement des enjeux qui sont d'ordre technique, fiscaux, etc. Complètement, on a l'impression que c'est un peu c'est technique, mais en fait on peut rentrer aussi par cette porte technique pour faire avancer des causes plus importantes. Je suis désolée, là je vais peut-être un peu chambouler, mais en fait, au-delà de parler juste des impôts, ce que tu dis évidemment c'est très intéressant, je rebondis aussi sur le fait de dire que si les femmes sont à temps partiel, etc., ça a aussi l'effet inverse. C'est-à-dire que quand on ne gagne pas assez pour être imposable, mais qu'on est en couple, pacsé ou marié avec une personne qui a un revenu suffisamment élevé pour payer des impôts, la personne qui n'est normalement pas imposable se retrouve à payer des impôts, puisqu'on augmente d'une tranche avec le revenu de notre conjoint, de notre conjointe. Et donc ça aussi, ça joue. Et puis au niveau personnel, en se détachant un peu de l'État et du gouvernement, il y a aussi comment on fait un budget dans le couple et est-ce que c'est égalitaire ? Parce que nous, on en parle beaucoup avec des amis hommes-femmes, mais beaucoup plus des femmes, on en parle plus facilement entre copines, parce qu'en fait, on se rend compte que déjà, on est payé en moyenne 25% de moins. 25%, je vous rappelle, c'est un quart. Un quart, c'est énorme. C'est beaucoup, Sur 1 200 €, c'est quand même 300 €. On peut en faire des choses avec 300 €. Donc déjà, il y a ça. Et puis, il y a le fait qu'on a tendance souvent à faire 50-50 sur le loyer, sur les charges, sur les courses. Et ça, c'est quelque chose qui crée une inégalité parce que la personne, au final, qui a un plus haut revenu, se retrouve à pouvoir épargner plus facilement, faire du shopping, acheter un jeu, avoir accès
à des biens dits de luxe beaucoup plus facilement que la personne qui va faire 50%. Voilà, je sais pas, vous êtes dans un couple, une personne est cadre, gagne un peu plus de 2 000 € net par mois, une personne est au SMIC, gagne 1 300 € net par mois. Si on fait tout à 50-50, à la fin du mois, je vous dis une bêtise, la personne qui est cadre, il lui reste 500 €, mais la personne qui est au SMIC, il lui reste à peine 100 €. Et donc ça crée aussi des inégalités parce qu'au moment de partir en vacances, au moment de renouveler sa garde-robe professionnelle, des choses comme ça. Et puis, encore une fois, je reviens sur des choses que nous, on achète parce qu'on a parlé de précarité mensuelle, mais on attend aussi des femmes qu'elles se maquillent. Et le maquillage, c'est un budget aussi. Alors on pourra dire que oui, les hommes entretiennent leur barbe, etc. Et je suis tout à fait d'accord, je vous l'encourage à faire. Messieurs, vous êtes très beaux avec une barbe bien entretenue. Mais le fait est qu'aujourd'hui, pour vous dire vraiment, une palette de fard à paupières de très bonne qualité avec des couleurs qui peuvent plaire, bah, parfois ça coûte 50 €. 50 balles. Et donc après, il faut rajouter le mascara. Enfin, il y a une palette énorme. Et donc tout ça, en fait, c'est imbriqué. Et au niveau personnel et au niveau du couple, c'est quand même assez important de se dire qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui est égalitaire pour nous et qu'est-ce qu'on met en place pour essayer de pas complètement que la balance soit pas complètement déséquilibrée, quoi. Et c'est pour ça qu'on entend souvent dire l'intime est politique, parce que quand on parle d'histoires vécues, intimes, personnelles comme ça, on se rend compte qu'en fait, ça s'inscrit dans une dynamique politique, dans une dynamique patriarcale, et que c'est pas juste moi toute seule avec mon mascara ou avec mon compagnon, ma compagne pour des questions de budget. Et qu'en fait, je m'inscris dans une dynamique politique plus globale et que on est un peu enfermé dans ces schémas-là. Il y a Ariane dans le chat qui dit « Je conseille le podcast Rends l'argent et le livre de Titiou Lecoq sur les finances au sein du couple. » Très intéressant. Très bonne référence, Titiou Lecoq, voilà. qui écrit des ouvrages très intéressants qu'on m'a conseillé. C'est dans ma pile de livres à lire. Ouais. Et je me permets de rebondir sur ce que tu dis, où on se retrouve emprisonné. Et moi, je le dis très souvent, il faut aussi qu'au bout d'un moment, les hommes comprennent qu'ils sont aussi en souffrance face au patriarcat. Parce que du coup, comme on attend des choses des femmes, on attend aussi des choses des hommes. Et notamment sur l'aspect financier. C'est-à-dire que très souvent, quand on discute, ou même sur Twitter, parce que c'est là où j'évolue le plus dans le milieu féministe, il y a beaucoup d'hommes qui disent « Ouais, mais quand on rencontre une fille, elle s'attend à ce qu'on paye le restaurant. » C'est pas forcément vrai. Une femme attend que... on fasse vivre le foyer, qu'on ramène en gros le pain sur la table. Bon, déjà, pour moi, c'est une vision datée. Il y a peut-être encore des femmes qui pensent comme ça. Il y a de tout. Non, mais c'est une vision patriarcale qui fait reposer sur l'homme. Voilà, et donc en fait, ça crée un poids. Et donc, toute la masculinité toxique, etc., c'est directement en lien avec le patriarcat. Et tant qu'en fait, ces luttes-là ne vont pas converger et que les hommes ne comprennent pas, et notamment les masculinistes et les incels, qui disent qu'ils souffrent beaucoup de ces choses-là en disant oui, mais les filles, elles veulent quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui soit beau, qui soit bien habillé, etc. Ça, ce sont des normes patriarcales. Et donc, ces personnes-là souffrent aussi de ces normes-là. Et tant qu'en fait, on n'entrera pas dans une discussion honnête, en arrêtant de sortir le tableau blanc pour compter les points de qui a raison et qui a tort, et qu'on fera pas un bilan en se disant, bah oui, il y a une souffrance qui existe et qui est certainement réelle, d'où ça vient, et qu'est-ce qui est en jeu, et comment on fait pour travailler ensemble pour dépasser ça. Et c'est ça l'enjeu pour moi aujourd'hui. Il n'y a pas que les femmes qui ont intérêt à la fin du patriarcat, c'est l'ensemble de la société, les caisses publiques, le climat. Enfin, il y a un moment, pardon pour la palissade, mais ce que je suis en train de dire est à moitié une blague. C'est vraiment la fin du patriarcat est une nécessité, un bienfait pour absolument tout le monde dans un nombre de domaines qui même parfois sont totalement insoupçonnés et qui sont très importants. Jackara dans le chat qui dit très beau discours d'Emma Watson sur la surmortalité pour cause de suicide chez les jeunes hommes. Oui, alors intéressant. Une autre ressource. Je rebondis. Il a été prouvé que en fait, alors souvent on sort la statistique en disant les hommes se suicident plus que les femmes. Alors c'est pas tout à fait vrai. Dans les statistiques, ce qu'on constate, c'est que les hommes réussissent plus souvent leur suicide que les femmes, parce que les moyens mis en place pour mettre fin à sa vie, et trigger warning évidemment, parce que là on va parler d'un quelque chose qui est très tabou et qui me touche énormément parce que j'ai perdu plusieurs proches de cette façon. Et en fait, on a remarqué que les femmes vont plutôt avoir tendance à avaler des médicaments. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut encore inverser
avec un lavage d'estomac, etc., quand c'est pris à temps, alors que, notamment sur le continent américain, les hommes vont plus avoir tendance à faire appel à des armes à feu, qui sont des façons assez... Sans retour arrière possible. Ouais, voilà. C'est-à-dire que de toute façon, même si la personne ne réussit pas son suicide, c'est très bizarre à dire, si la personne ne réussit pas son suicide, il y a de fortes chances qu'elle se retrouve incapacitée, handicapée, qu'il y ait aussi des séquelles au niveau physique. Et ça rentre encore en jeu avec le patriarcat, quoi. Vous aussi, Équipe Hop, ça fait partie, je reviens sur les enjeux de genre, ça fait partie des sujets que vous allez développer à l'avenir. Vous avez des programmes, vous avez un savoir-faire, on l'a dit tout à l'heure, mais... Oui, l'association ne travaille que sur des enjeux de genre, donc il n'y a pas de doute, on va continuer à le faire. Peut-être je voulais rajouter un levier, si on reste sur la France, c'est ce qu'on appelle l'éducation complète à la sexualité. En France, c'est simple, il y a une loi qui a été votée sous Jospin, je crois en 2001, qui impose qu'il y ait 3 séances d'éducation à la sexualité par an. Je crois sur les 7 ans de collège et de lycée. Et je crois qu'actuellement, il y en a peut-être en moyenne 2 ou 3 sur les 21 qui sont dispensées. Je ne sais plus si c'est 2, 3 ou 5, mais enfin, grosso modo, les élèves en France ne reçoivent pas ces séances de sensibilisation. Donc, le ministère de l'Éducation se met dans l'illégalité, puisque la loi existe depuis 20 ans. Donc déjà, si on appliquait ça, encore une fois, ça ne ferait pas tomber le patriarcat en 2 jours, mais voilà. Non, mais ça pourrait aider les petits filles à connaître. Et voilà, et les petits garçons aussi. Oui, et puis les petits garçons à nuancer, parce que... Oui, à comprendre la notion de consentement. Et puis parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, il y aura une formation à la sexualité. Et là, j'ai envie aussi de lancer le sujet du porno sur la table, où en fait, de toute façon, si on ne fait pas cette éducation, ils vont aller chercher l'éducation ailleurs. Et malheureusement, la ressource aujourd'hui qui est la plus fun et la plus accessible, ça reste la pornographie, et ça fait beaucoup de mal. Et en plus, c'est je cherche mes mots, pardon. C'est ancré de sexisme, etc. Et on voit émerger de plus en plus du porno éthique, ce qui est encore autre chose. Mais du coup, cette éducation, elle est vraiment importante. Et surtout aussi de rappeler aux garçons qu'ils ont aussi la charge de la contraception. Parce qu'aujourd'hui, c'est la femme qui a la pilule contraceptive. Mais même sans ça, il y a eu le débat de la pilule contraceptive. Le préservatif, déjà, ce qui est plus utilisé, c'est le préservatif masculin. Le préservatif féminin n'est pas remboursé, alors que le préservatif masculin est remboursé. Vous pouvez demander une ordonnance à votre médecin généraliste. Donc l'accessibilité à ça. Et puis, moi, je sais pas, je parle avec mes copines, je parle avec les élèves parce que je travaille en contact avec des adolescents et des adolescentes. Souvent, ce sont les jeunes filles qui viennent nous demander des préservatifs parce qu'elles ne font pas confiance aux garçons, à leur partenaire. Parce que, et ce débat se retrouve aussi chez les adultes avec la contraception masculine par la fameuse pilule masculine, où quand on pose la question aux femmes, elles disent mais de toute façon, quand bien même ça existerait, je n'aurais pas confiance à la majorité de mes partenaires, parce que y a déjà des mecs qui enlèvent les préservatifs pendant le rapport sans le dire. Oui, donc alors les mecs qui vont faire croire qu'ils prennent la pilule. Voilà, et parce qu'en fait, il y a des hommes qui pensent que ça a très peu de conséquences, parce qu'en fait, c'est pas leur corps qui va recevoir et qui va. Et puis après, il y a des hommes qui vont dire oui, mais on m'a fait un enfant dans le dos, moi j'étais pas au courant, j'étais pas d'accord. Oui, mais dans ce cas-là, fallait. Alors attention, après, je parle pas d'un préservatif qui craque, ça peut arriver, bien sûr. Je parle de quelqu'un qui refuse de se protéger en disant oui, mais c'est un petit peu trop serré, hein. Parce qu'on l'entend souvent, et puis après, elle se dit « Ah bah mince, en fait, y a des conséquences à ce que je fais. » Et donc, je rejoins tout à fait ce que tu dis, l'éducation sexuelle, c'est important, et ça serait bien que ce soit pas juste les profs d'SVT qui s'en chargent. Même pas du tout, je pense. Ouais. Parce que, ça serait bien de faire venir des intervenants extérieurs pour libérer aussi la parole des ados. Par ailleurs, il y a plein d'assos qui bossent là-dessus, qui proposent ça, et comme tu viens de dire, c'est une loi qui a 22 ans. C'est une loi qui a 22 ans et qui n'est toujours pas appliquée. Il me semble qu'il y a le planning familial qui a fait un recours en justice très récemment, il y a quelques semaines, justement pour faire appliquer cette loi. C'est toujours un peu une défaite quand on est obligé de faire un recours en justice pour faire appliquer la loi. Mais effectivement, c'est bien qu'il y a un besoin en fait aujourd'hui encore. Tu sens aussi qu'une partie de l'opinion publique cherche à tendre et à politiser énormément cet enjeu et ce débat-là.
pour lui faire dire autre chose que ce qu'il dit vraiment. Est-ce que ça fait flipper tout le monde? Les communautés éducatives sont mortes de trouille, et puis on n'ose pas, et puis du coup on a peur de ça. Et malheureusement, ça aussi, cette ambiance du débat public n'aide pas du tout les professionnels de l'éducation à avancer, les enfants et les jeunes filles à connaître leurs droits et leur corps, et les jeunes garçons aussi à comprendre le consentement. Donc là aussi, il y a un vrai enjeu qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que le débat public, au niveau des écoles, même au niveau vraiment de l'école, il y a des équipes pédagogiques qui préfèrent éviter de parler du sujet par peur des réactions de certains parents. Il y a un très bon podcast d'Ovidie sur Arte Radio à ce sujet-là, justement, puisqu'elle fait partie d'une asso qui fait de l'éducation à la sexualité. Et, il y a un podcast en 5 épisodes sur comment est-ce que le débat politique autour de ces questions-là va freiner en fait l'accès pour les élèves à ces séances d'éducation. Nico ? Il faut peut-être, dans certains cas, légèrement adapter le discours pour que ça passe. Et là, si on revient en Afrique de l'Ouest notamment, le terme éducation complète à la sexualité dans certains environnements ne passe pas. Et donc, il y a des périphrases un petit peu pour faire avancer le sujet. Mais il faut quand même pas reculer. Enfin, on se souvient que sous le quinquennat Hollande, et je pense que c'était Najat Vallaud-Belkacem qui était ministre de l'Éducation, et le gouvernement a dû reculer sur les ABCD de l'égalité. On est sur les mêmes sujets, c'est-à-dire oui, il va y avoir des réactions qui disent que on pervertit nos enfants, etc., etc. Oui. Non, on donne aux jeunes la possibilité de comprendre les choses. Et vraiment, merci d'avoir parlé de contraception, parce que même si c'est pas le seul sujet, qu'il y a des questions économiques, c'est quand même la contraception, c'est la base de tout en matière d'égalité entre les sexes. Et c'est pas pour rien si le recul du droit à l'avortement aux États-Unis est catastrophique pour les femmes américaines, parce que tout part de là. Mais le souvenir des ABCD de l'égalité et du débat que ça avait provoqué à l'époque nous rappelle qu'il ne faut pas être naïf et qu'il faut avoir conscience du fait que les progrès se font parfois contre des forces puissantes de réaction, de conservation, de rejet et de refus. Et que, soyons pas naïfs, ayons conscience du fait que ça bouscule des intérêts. Et c'était d'ailleurs la raison principale pour laquelle les ABC de l'égalité n'avaient pas été mise en place. Il y avait une reculade, c'était parce que il y avait eu cette fameuse phrase de ça ne changera rien pour vos enfants. En fait, si. En fait, il y a des forces réactionnaires, il y a des forces patriarcales qui ont un intérêt particulier à maintenir les inégalités de genre. Il faut vraiment en avoir conscience, c'est se dire que faire avancer vers l'égalité de genre, en fait, c'est faire reculer des forces réactionnaires. Il n'y a pas de consensus. Il y a un consensus. C'est pas grave si c'est pas consensuel. Voilà, exactement. Du coup, ça rend la chose plus difficile. Et ça rend la chose plus difficile, mais encore une fois, le progrès social, le progrès humain n'est pas un long fleuve tranquille, rempli de vertes prairies et de pâquerettes. Ce sont des combats qu'il faut aborder comme des combats, en ayant conscience qu'on fait face à des combattants. Enfin, c'est un truc... c'est un combat politique, attention, c'est pas un appel à la violence que je fais, au contraire, mais c'est un appel à la compréhension de l'environnement de contrainte dans lequel on évolue, et c'est pas gratos, ça se fait pas en claquant des doigts, et il faut pas attendre le consensus pour avancer, parce que sinon on n'avance jamais. Il faut marquer des points. Je rebondis sur ce que tu dis. On arrive déjà à la fin, mais vas-y Thunder. Ah pardon, désolé. C'est passé très vite. J'ai vu des stats aussi où en fait on parlait d'éducation sexuelle aux États-Unis, et en fait il y a des stats qui sont sortis par État, et on se rend compte que dans les États où en fait il n'y a pas d'éducation sexuelle et on prône l'abstinence, eh bien il y a plus d'adolescentes qui tombent enceintes. Sans déconner. Que ailleurs. Et pour nous, ça nous paraît logique, mais instinctivement, ça l'est pas forcément. Parce qu'on dit, on leur dit de faire l'abstinence, donc ils s'abstiennent. Non, mais en fait, ils vont le faire en cachette. Qu'on soit d'accord ou pas, de toute façon, ils vont le faire. Donc, le mieux, c'est de préparer et de leur dire, protégez-vous, il y a un risque de grossesse. Et sans juste parler de la grossesse et de la portée économique, il y a toutes les maladies qui est aussi un fléau en Afrique. La connaissance, c'est le pouvoir, c'est assez basique, mais c'est ça. Non, mais on en est là absolument, et c'est absolument terrifiant. Et on rappelle que là aussi, il y a une injustice totale. Ce sont d'abord les femmes les plus fragiles qui sont victimes. Les autres femmes qui ont des ressources économiques et culturelles, bon an mal an, réussissent toujours à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Je dis toujours, c'est pas toujours vrai d'ailleurs, mais l'interdiction de l'IVG n'a jamais empêché les IVG. Ça a juste empêché les IVG sûrs et accessibles pour les femmes les plus pauvres. Pour les autres, elles réussissent à se débrouiller pour avorter. Merci
tous les trois. Merci beaucoup. Élise de l'association Oxfam, merci. Tenderness qu'on retrouve sur sa chaîne Twitch là dans l'après-midi. Tu vas reprendre. Oui, je suis en stream là, je retransmets. Oui, t'es en stream là, tu retransmets. Salut le chat de Tenderness, hein, abonnez-vous, tout ça. Nico, l'association Equipop qu'on retrouve. Sur tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux qui vont bien. N'hésitez pas, voilà. Trop cool. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à vous trois. On continue ce Oxfight toute l'après-midi sur cette chaîne et sur les chaînes des streamers et des streameuses partenaires. Faites des dons, on a besoin de vous. On continue. Ciao, bye.